Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo qui nous parle des capteurs. Là, on va s'intéresser particulièrement aux capteurs de déplacement sans contact. Maintenant, il faut savoir qu'aussi le capteur de déplacement sans contact, n'est-ce pas, est un capteur qui est utilisé pour mesurer la quantité de mouvement qui se produit entre un objet et une position de référence qui est bien définie. Maintenant, en principe, il faut savoir, n'est-ce pas, que le capteur de déplacement sans contact, appelé aussi communément capteur de déplacement sans contact à courant de Foucault, donc c'est un capteur qui permet de mesurer soit des déplacements, soit des distances, soit des positions, n'est-ce pas, entre quoi? Entre la face du capteur, n'est-ce pas, en tant que tel, et les objets métalliques. Maintenant, il faut aussi savoir que ces objets métalliques-là, c'est des objets qui peuvent être magnétiques ou non magnétiques, suivant la structure, n'est-ce pas, de l'objet métallique. Bon, qui peut être en inox, en aluminium, en cuivre, ou même en acier. Donc, par rapport à la constitution, il faut savoir aussi que le capteur de déplacement est constitué d'une carcasse ferromagnétique C1 qui est fixe, qui ne bouge pas, donc sur laquelle on a bobiné un enroulement de NSPA, et d'une armature mobile C2, appelée aussi la culasse mobile C2, qui est de même nature que C1. Mais il faut savoir que aussi la distance qui sépare C1 et C2, c'est-à-dire les deux culasses, est appelée entrefer. Cette entrefer-là est d'épaisseur, n'est-ce pas, notée X. Maintenant, il faut savoir que le dispositif en tant que tel est utilisé pour des petites variations de l'entrefer autour de x0. Il faut savoir que la référence de base, la référence de départ de l'épaisseur de l'entrefer entre C1 et C2 est appelée x0. Mais si aussi cet entrefer-là bouge ou bien se déplace en fonction, n'est-ce pas, augmente ou bien diminue en fonction, n'est-ce pas, du fabricant fixé par le constructeur, donc il y a une variation de x qui va se faire autour de la référence qui est x0. Voilà. Maintenant, il faut savoir aussi c'est quoi un capteur de base. De base, c'est-à-dire qu'un capteur, il permet de convertir une grandeur physique à mesurer en une grandeur électrique et traite cette dernière de telle manière à ce que les signaux électriques puissent être facilement transmis et traités en aval. Donc, ça dit que le fonctionnement alors de ces capteurs-là, donc c'est comme un procédé inductif et sont constitués d'une bobine alimentée en général en courant alternatif. Une fois que maintenant cette bobine-là est alimentée en courant alternatif, naturellement, la bobine aussi va émettre un champ magnétique à fréquence peut-être élevée, provoquant ainsi l'apparition des courants de Foucault dans des objets conducteurs positionnés à proximité, n'est-ce pas, du capteur. Donc là, si on regarde, n'est-ce pas, le schéma d'illustration, donc là, nous avons les armatures, ou bien même la culasse C1 et C2. La culasse C1 étant ce qu'on appelle l'armature qui bouge, l'armature fixe, autant pour moi, et la culasse C2 étant l'armature fixe mobile qui bouge. Maintenant, la distance qui sépare l'entrefer C1 et l'entrefer C2, ce n'est rien d'autre que l'entrefer, n'est-ce pas, qui a comme épaisseur X, dont l'épaisseur de référence de base est X et X0. Maintenant, si on regarde bien, on voit que au niveau au niveau de la culasse C1, on a enroulé, n'est-ce pas, une bobine avec n nombre de spires. Donc, si la bobine là est alimentée avec une tension, donc naturellement, elle va engendrer ce qu'on appelle un champ magnétique à haute fréquence qui va provoquer, n'est-ce pas, l'apparition des courants de Foucault dans les objets conducteurs positionnés à proximité, n'est-ce pas, du capteur. Donc c'est ça, c'est comme ça que fonctionne le capteur de déplacement sans contact. Maintenant, il faut aussi savoir du point de vue électrique, le capteur vu à ses bornes A et B se comporte exactement comme une inductance de coefficient d'auto-induction L qui est définie par la relation. Donc L c'est quoi? C'est N phi sur I avec L étant quoi? Le coefficient d'induction, N le nombre de spires, phi étant aussi le flux instantané à travers le circuit magnétique,
Pourquoi on parle de flux instantané? Vu que la bobine est alimentée avec une tension sinusoïdale instantanée, donc forcément le courant qui va traverser la bobine là sera aussi un courant qui va être déphasé depuis sur deux par rapport à la tension d'alimentation. Donc vu que aussi le flux et le courant sont de phase, donc forcément aussi le flux là aussi va être déphasé depuis sur deux par rapport aussi à la tension, mais en phase par rapport au courant. Vu que la tension d'alimentation, c'est une tension variable qui est instantanée, donc forcément, naturellement, le courant qui parcourt la bobine et le flux aussi seront des grandeurs qui seront instantanées. Alors, alors, maintenant, on va faire ce qu'on appelle une analogie du circuit magnétique, n'est-ce pas, du capteur de déplacement sans contact à un circuit électrique. Donc, d'après la loi d'Hopkinson, qu'on voit particulièrement en électricité ou bien en électromagnétisme, donc là, on a un circuit analogique avec avec le circuit là qui est composé de ce qu'on appelle la réluctance du matériau ferromagnétique, la réluctance de l'enterfère et ce qu'on appelle epsilon qui est égal à NI. NI c'est quoi? NI c'est les ampères tours, ou bien même on l'appelle même des fois communément la force électromotrice. Donc la réluctance c'est comme la résistance en général. La résistance c'est la capacité d'un matériau voilà, qui permet de s'opposer au passage du courant électrique. C'est la capacité interne d'un matériau qui définit sa capacité naturellement de s'opposer au passage du courant électrique. Donc, du même que la réluctance c'est aussi naturellement un composant ou bien quelque chose, n'est-ce pas, qui se trouve dans un circuit magnétique qui s'oppose au passage du flux. Donc, vu que le flux, n'est-ce pas, quitte ce qu'on appelle la culasse C1 pour aller vers la culasse C2, donc naturellement, il y a ce qu'on appelle la réluctance au niveau du matériau ferromagnétique et aussi la réluctance, n'est-ce pas, au niveau de ce qu'on appelle l'entrefare. Maintenant, il faut savoir aussi que la réluctance au niveau du matériau ferromagnétique s'exprime par la relation L sur mu R mu 0 multiplié par la section. Donc la réluctance de l'entrefère aussi a pour expression R égale à quoi? R égale à quoi? 2x sur mu 0 multiplié par la section. Maintenant, il faut savoir aussi que tous ces grandeurs-là donc, ont une définition. Donc, mu R, c'est quoi? C'est la perméabilité magnétique qui est relative au matériau ferromagnétique qui est utilisé, mais un matériau non saturé. Donc, mu R dépend et varie en fonction de ce qu'on appelle des matériaux. Donc, nous avons aussi mu 0 qui a la perméabilité à vide, n'est-ce pas, qui a comme valeur, c'est une constante, n'est-ce pas, de 4 puissance moins 7, avec elle aussi étant la longueur moyenne des lignes de champ dans le matériau ferromagnétique, autant pour moi, de C1 et de C2. S, c'est la section droite du circuit magnétique. Donc, d'après aussi la loi d'Hopkinson toujours, on peut aussi effectuer une analogie tout simplement du circuit magnétique équivalent à un circuit électrique comme je l'avais dit précédemment. Donc, pareillement, les NI sont les ampères tours, communément aussi appelées les forces électromotrices. D'après aussi la loi d'Hopkinson, NI, donc c'est quoi? Donc, c'est la somme des deux réluctances multipliées par le flux qui les parcourt. Vu que la réluctance au niveau du matériau ferromagnétique et la réluctance au niveau de l'entrefère ont tous les deux expressions différentes, donc leur somme donne la réluctance totale du circuit magnétique multipliée par le flux qui les parcourt. Donc, il faut savoir que à chaque fois qu'on a une bobine, d'après, n'est-ce pas, la loi de Michael Faraday, qui dit quoi, toute variation de flux à travers une bobine crée au fond de cette bobine-là une force électromotrice, n'est-ce pas, induite, qui a comme expression ici epsilon égale à quoi? Égale à n fois I, et qui donne la relation finale de NI égale R fois I. Donc voilà en grosso modo ce qu'on avait à dire et à expliquer donc sur ce qu'on appelle les capteurs à déplacement sans contact, qui est un des capteurs les plus utilisés même dans le milieu industriel,
qui joue un rôle extrêmement important, d'où aujourd'hui une petite vidéo pour l'explication de ces capteurs de déplacement sans contact. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à bientôt, Inch'Allah.